Bonjour. Ah, maintenant, ça marche. Ouais. Bonjour à tous. On vous demande, s'il vous plaît, de couper vos micros. Et après, quand vous aurez des questions, vous pourrez les réactiver de nouveau pour les poser. Merci d'avoir coupé vos micros. Vous pouvez laisser votre caméra si vous voulez. Merci juste de couper vos micros. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. On va attendre juste 2-3 minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Et en attendant, est-ce que vous pouvez nous juste dire dans quelle ville vous êtes, dans quel pays vous êtes? Bonjour Nazerke. Et quel est votre niveau de français? Vous l'avez déjà marqué dans le formulaire Google. Il y a beaucoup de francophones ce soir. Est-ce que vous avez vous avez fait des dossiers pour aller étudier en France? Vous pouvez nous le dire aussi. Et si oui, quelle école ou en tout cas quel domaine d'études? Peut-être pour voir comment cibler ensuite les questions. Ça, c'est des questions qui sont posées à tous. Vous pouvez juste écrire votre réponse dans le chat pour le moment. Et après, quand vous aurez des questions pour nos invités, vous pouvez lever la main. Là, vous voyez qu'il y a cette possibilité de lever la main. Comme ça, on voit que vous avez une question à poser. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat et on va les lire aux invités. Alors, il y a Karaganda, Almaty, très bien. Rahim B1. Niveau avancé pour Nazerke. Astana. Sabine Astana. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, à peu près 60%, qui sont déjà allées en France. C'est bien, vous aurez des questions très précises, je pense. Bonjour David. Ce n'est pas grave, Rahim, vous aurez la possibilité de vérifier votre niveau. En tout cas, on voit que vous avez un très bon niveau déjà. Je pense qu'on va peut-être commencer. Après, s'il y a les gens qui vont nous rejoindre. Voilà. Ils viennent. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Anna, pour cette introduction. Donc, je suis Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième session des rencontres avec les alumni francophones organisée par Campus France Kazakhstan en partenariat avec l'ambassade de France au Kazakhstan et le réseau des acteurs culturels de la France en Asie centrale, les alliances françaises et les ambassades. Donc, aujourd'hui, pour cette deuxième session des rencontres avec les alumni francophones, nous allons recevoir 4 invités francophones, 2 Kazakhstanais, Andrei et Aïdana, et 2 profilés internationaux, Phoebe, qui est américaine francophone, et Sophie, qui est suisse-allemande francophone, donc qui nous parleront de leur parcours d'études et de leur vie étudiante à Paris, puisque tous les 4 ont étudié à Paris. Alors, ils ont étudié dans des universités prestigieuses, notamment la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour l'histoire en ce qui concerne Phoebe, la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 pour Sophie et André, qui est plutôt une
une université centrée sur les nouvelles techniques, la communication, l'interprétariat. Sophie a également étudié au CELSA, qui est la grande école française publique de communication. Et puis, Aïdana a étudié à Paris 2 Panthéon-Assas, qui est l'université reconnue en France et à l'étranger pour la discipline qui est le droit, et notamment le droit public, le droit des affaires et le droit international. Donc voilà, bienvenue tout d'abord à tous les quatre. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Vous pouvez allumer vos micros pour nous souhaiter un petit mot d'accueil. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là parmi vous. Merci Sophie. Bonjour tout le monde, merci pour avoir invité. Bonjour. Bonjour Aïdana, bonjour Phoebe. Bonsoir et bonjour tout le monde. Merci pour cette belle initiative. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette session des rencontres francophones à l'UNI. Alors, nous allons commencer tout d'abord par Sophie, donc Sophie Ochuli, qui est suisse-allemande francophone, avec une première question. Sophie, vous avez fait le choix d'étudier en France, d'étudier à la Sorbonne Nouvelle, puis au CELSA, au détriment d'autres choix. Vous auriez pu étudier en Suisse ou dans un autre pays. Donc Sophie, pourquoi avez-vous choisi la France pour effectuer ce cycle d'études et notamment ce cycle d'études lié à la communication? Ok, alors j'avoue que je ne suis pas forcément très bonne narratrice, mais il se cache quand même une histoire derrière ma venue en France pour mon cycle d'études supérieures. C'est avant tout pour des raisons personnelles que j'ai décidé d'aller étudier à Paris, notamment, car il se trouve que j'ai grandi en France, dans le sud de la France, où j'ai eu l'occasion de nouer des contacts très précieux depuis mon plus jeune âge, que j'ai gardé tout le long de mon parcours en Suisse, d'ailleurs. Et ces contacts-là se sont tous retrouvés à Paris, à un moment donné, la ville lumière, la ville de tous les rêves culturels et d'épanouissement personnel. Et comme je me suis retrouvée, moi, dans une situation assez bloquante, à un moment donné, à la fin de mon bachelor, de ma licence 3, en Suisse, c'était à la fois pour moi un mouvement, on va dire, échappatoire de ma situation de l'époque. Et on peut appeler ça un peu un cri d'incitation et un retour à la source, un appel parisien, on va dire, pour déménager finalement à Paris. Donc, j'ai très vite décidé d'en faire la combinaison avec mes études. Et il se trouve que la Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3, a tout de suite accepté mon dossier alors que je m'attendais à beaucoup plus d'obstacles inter-schengenniens, on va dire. Et comme j'avais terminé ma licence 3 en sciences de la communication, Publizistik, comme ça s'appelle en allemand, avec en branche mineure la littérature française, je me sentais plus ou moins armée pour entamer mon master en information communication à la Sorbonne Nouvelle. Et tout cela, bien entendu, en français. Et mon but était quand même, dès le début, d'accomplir l'intégralité de mon master à Paris. Et j'avais, dès le début aussi, visé de rentrer au CELSA, la grande école, comme Jérémy vient de le dire, la grande école très connue et réputée pour l'étude de la communication et pour la formation de jeunes communicants. Qui demandait un concours pour y rentrer au Master 2. Donc, mon entourage m'a beaucoup réconfortée dans le choix de cette école et je me suis rapidement motivée de me préparer à l'examen d'entrée de cette école et j'étais très heureuse de réussir l'examen et d'avoir pu commencer une nouvelle année qui était quand même très différente de la première année en Master 1. Justement, Sophie, vous avez fait le choix d'une grande école après l'université. C'est une spécificité. Alors, comment se passent les admissions, par exemple, entre une grande école et une université? Quelle est la distinction? Alors, les admissions se distinguent dans le sens où pour entrer en université publique, en tout cas pour moi, il fallait juste rendre un dossier. Donc, c'était sur dossier qui a été ensuite évalué. Et en fonction de si on a un bon niveau de français pour un étudiant étranger et si le parcours et si la discipline est la même, on est accepté ou non.
Alors que pour rentrer en grande école, normalement, de ce que je sais, il faut vraiment se préparer à un concours qui est constitué d'un examen écrit, ensuite d'un examen oral, enfin sur dossier d'abord, ensuite examen écrit, ensuite examen oral. Donc le processus est beaucoup plus long et exigeant. Ok. Euh, Et ensuite, voilà, donc, tu as intégré le CELSA. voilà. Et en quelque sorte, le Master 1 a aussi un petit peu été le tremplin pour rentrer au CELSA. Le CELSA où j'ai fait des rencontres exceptionnelles, comme par exemple avec Jérémy. Et puis, étant assez ouverte quand même à ce qui allait m'attendre, en début de mon cycle d'études en France, la France est particulièrement Paris, et son mode de fonctionnement, le système, s'est avéré pour moi comme une très grande chance d'élargir mes perspectives et mon horizon dans une branche professionnelle, la communication, que je connaissais uniquement d'un point de vue théorique jusqu'à présent. Et de mettre tout d'un coup un pied dans cet univers que j'avais à moitié tâtonné. Et j'ai été très positivement surprise des occasions qui se sont présentées à moi, et j'ai particulièrement apprécié l'accueil au sein de la vie professionnelle en France, qui permet, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti moi, parce que ça a vraiment permis dès le début à des jeunes étudiants de master d'être pris au sérieux, de les doter de vraies responsabilités dans leur poste, parce que moi j'ai choisi un master professionnel, c'est-à-dire en apprentissage, où j'étais Alors, en... la spécificité de l'apprentissage, peut-être pour donner une Ouais, précision, c'est d'avoir un certain nombre de jours qui sont à l'école et d'autres jours qui sont au sein d'une entreprise. Et c'est l'entreprise qui va payer vos études et vous former. Et donc ça, l'apprentissage, c'est particulièrement intéressant parce que c'est aussi ouvert aux étrangers. Et donc, vous pouvez, par exemple, intégrer des grandes écoles et avoir la possibilité d'avoir une formation au sein d'une entreprise, en plus d'un diplôme, et à la fin d'avoir une expérience longue, puisque c'est une expérience d'un an, voire parfois de 2 ans en fonction de la durée du diplôme. Et donc, en tout cas, pour toi, Sophie, ça a été une opportunité, effectivement, de mettre en place un certain nombre de choses, c'est ça? formidable, oui, exactement. Et puis, comme tu l'abordes déjà, donc j'ai été dotée de vraies responsabilités au sein de l'entreprise. Et au sein de quelle entreprise? C'était une grande entreprise Oui, française. voilà, j'ai travaillé chez Sanofi, entreprise pharmaceutique, dans le département de la communication corporate. Et donc, comme le disait Jérémy, un rythme avec, moi j'avais 4 jours en entreprise et un jour à l'école, à l'université. Donc tout ça m'a permis quand même de garder la balance un peu, avec le regard quand même réflexif et analytique sur les phénomènes sociétaux, politico-économiques, que sais-je, qui nous entourent en permanence, grâce aux cours qui étaient dispensés à l'université, au CESA, en parallèle. Donc, c'était un bon mélange entre une vie professionnelle et une vie d'étudiante. Après, pour revenir sur vos deux expériences d'études à Paris, donc vous avez fait la Sorbonne Nouvelle et le CELSA. La différence entre la Sorbonne Nouvelle et le CELSA, ça s'explique notamment aussi par la composition d'une classe. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, Sophie, et peut-être nous expliquer quels ont été les avantages peut-être de l'université et du CELSA pour vous? Qu'est-ce que vous avez identifié comme avantages et peut-être points faibles de cette formation? Ouais. C'est vrai que l'université publique, la Sorbonne Nouvelle notamment, moi j'ai opté pour un parcours assez généraliste, information communication en master 1. Donc on avait des grandes classes, comme vient de le dire Jérémy, on avait des cours magistraux avec 200 personnes environ, quelques séminaires aussi qui étaient plus approfondis, axés sur certains sujets, par exemple l'histoire des médias. Mais on avait beaucoup aussi de sociologie, de philosophie, donc c'était vraiment un parcours très généraliste. La composition, le public, les étudiants venaient de backgrounds divers et variés. Alors que quand je suis rentrée au CESA, c'était vraiment les classes étaient beaucoup plus restreintes. On était environ 20 personnes. Ça nous a permis d'avoir
de profiter de cours vraiment qui ont été dispensés de personnes qui sont dans une vie professionnelle, qui ont des postes exceptionnels. Et puis je dirais qu'on a vraiment eu un luxe au CESA de par la taille déjà et l'approfondissement de certains angles aussi de la communication. Merci beaucoup, Sophie. Donc un retour très positif sur ce choix de la France pour effectuer vos études. Merci et merci à vous. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces précisions, surtout pour votre retour, qui sera très utile pour nos participants. Maintenant, la même question pour Aïdana. Pourquoi avoir choisi la France pour tes études supérieures? Est-ce que tu avais aussi, comme Sophie, des raisons personnelles plutôt pragmatiques, ou il y avait d'autres raisons pourquoi avoir choisi la France pour ton cycle d'études qui était assez... D'accord, merci pour la question. Moi, quand j'étais à l'école, donc j'apprenais le français. J'ai commencé en 5e année quand j'étais à l'école. Et puis, moi aussi, j'allais au cours d'Alliance française et je participais aux Olympiades républicaines. Et puis, j'étais toujours intéressée par les droits de l'homme. Et donc, pour moi, naturellement, vous savez que la France est souvent appelée la patrie des droits de l'homme, surtout pour son histoire. Et donc, c'est pour ça que c'était un choix évident. En plus, j'étais toujours intéressée par les relations internationales. Je voulais contribuer à la coopération de Kazakhstan avec les autres pays. Et donc, je me suis dit que comme ça, en faisant des études en droit et surtout en France, je pourrais non seulement obtenir des connaissances juridiques, mais aussi des connaissances dans le domaine international. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour le master en droit international public. Et en plus, comme vous savez, en France, on peut étudier le droit international que quand vous faites un master, alors qu'ici au Kazakhstan, vous pouvez le faire pendant votre baccalauréat. Et donc, je peux dire quand même, j'ai choisi un chemin difficile, un chemin un peu long, alors que je savais toujours que je vais étudier le droit international. Mais je vais expliquer, moi, à l'époque, je me suis dit que qui sait, peut-être si, au cas où, si je voudrais travailler comme un juriste, soit si je voudrais devenir un avocat, je pourrais toujours retourner au Kazakhstan et faire un parcours additionnel. Et surtout que le droit kazakh, bon, il était, on peut dire, un peu copié du droit russe. Et comme vous savez, le droit russe, il a été inspiré par le droit français, surtout le code du Napoléon, le droit civil. Et donc, moi, je savais que je pourrais apprendre les principes, les règles, comment analyser les lois, comment jouer avec les articles. Et donc, franchement, je peux dire que pas de souci. Quand je suis retournée au Kazakhstan, vraiment, j'ai compris que mes professeurs français m'ont permis d'apprendre les utiles, les méthodes juridiques, et ça ne me posait pas de problème quand c'était nécessaire de juste ouvrir une loi en code kazakh et juste lire le contenu et savoir comment l'utiliser. Voilà. D'accord, merci pour cette explication très précise. C'est-à-dire que tu as appris le français à l'Alliance française de Nur-Sultan et tu étais partie avec le niveau avancé déjà. Oui, quand j'ai passé le TCF, moi j'ai eu C1. Voilà. Si je ne me trompe pas, pour les parcours juridiques, normalement, il faut avoir un minimum, c'est un C1. Mais franchement, moi, je peux dire que même avec un niveau avancé, c'était un peu difficile, surtout en première année de droit, parce que le français juridique, c'est une autre langue, vraiment. C'est pas la même chose du tout, du tout. Et surtout, le droit français,
Parce que, en plus, je voulais juste ajouter que pendant mes études de Master 1, moi, j'avais aussi des cours de droit anglais. Et ce n'était pas juste des cours d'anglais, mais c'était vraiment, on étudiait le droit américain et aussi le droit enfin, common law de la Grande-Bretagne. Et donc, ça m'a aussi permis d'obtenir des connaissances additionnelles. Et c'est pour ça que quand je suis retournée au Kazakhstan, euh, quand je travaillais dans une organisation internationale, c'était une ONG dans le domaine des droits des prisonniers. Et donc, souvent, j'étais responsable pour des projets différents concernant des experts internationaux. Et donc, moi, ça ne me posait pas de problème de préparer des contrats, non seulement en russe, mais aussi en français et en anglais. Voilà. Et surtout aussi pour ce qui concerne le droit kazakh, enfin, comme un exemple, quand je suis retournée, j'ai commencé par un stage au bureau de l'Ombudsman. C'est comme un défenseur des droits en France. Et donc, moi, j'étais responsable pour des plaintes des citoyens kazakhstanais concernant la violation des droits. Voilà. Et donc, voilà, je pouvais leur aider, je pouvais analyser la législation nationale. Tout ça, ça a été grâce à mon expérience dans une faculté française. D'accord, c'est une expérience riche, Aïdana. Et c'est-à-dire que tu avais des avantages au niveau professionnel après tes études. Oui, moi je peux dire que si vous pensez à, comment dire, euh, travailler dans un milieu international, vous pouvez toujours choisir la France. Surtout, vous pouvez toujours, soit vous pouvez faire continuer un parcours juridique, soit vous pouvez aller travailler au ministère des Affaires étrangères ou dans une organisation comme l'ONU ou enfin, les autres agences de l'ONU. Vraiment, ça vous montre, quand vous montrez que vous avez fait des études en France, c'est un peu, c'est différent parce que maintenant au Kazakhstan, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études aux États-Unis, au Canada, désolé, et d'autres pays anglophones. Et enfin, je peux dire que enfin, toi, il y a 5 ans, c'était quand même une exception quand tu connais, enfin, tu parles français et tu, tu as un parcours comme ça. Voilà. Un parcours très riche. Merci beaucoup, Aïdana, pour avoir expliqué toutes ces raisons particulières. Merci beaucoup, Aïdana. Et André, je te pose la même question sur le choix du pays pour tes études supérieures. Pourquoi la France? Pourquoi avoir fait, tu as beaucoup fait les masters et le doctorat aussi, et tu es resté à Paris. Donc. En fait, on me dit souvent que j'ai un parcours assez atypique, tandis que moi je pense que c'est un parcours tout à fait normal. C'est juste que, en fait, j'ai pas choisi le français au début pour faire mes études supérieures au Kazakhstan avec le français, mais en fait, je me suis trompé de bâtiment. Et en fait, quand je suis arrivé à la célèbre université kazakh des relations internationales qui se trouve à Almaty, et en fait, je voulais étudier soit l'anglais, soit l'interprétation. Euh, avec l'anglais, et en fait, je me suis trompé de bâtiment. Je suis entré dans ce petit bâtiment rose dont je garde un souvenir très sentimental, très fort sentimentalement. Et en fait, je me suis trompé. Et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sur le français. Et je me suis dit, waouh, c'est une belle langue. Il y a tellement de belles choses. Il y a d'abord la littérature classique, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de technologie aussi. Et en fait, c'est un pays très particulier, très intéressant. Et pourquoi pas apprendre le français? Parce que ça fait vraiment la différence entre ces innombrables étudiants qui étudient le chinois ou l'anglais, pourquoi pas le français. Et voilà, donc j'ai choisi la faculté de français et en fait, pendant ces 4 ans d'études,
à la faculté du français. J'ai participé à pas mal d'événements de l'Alliance française et donc je suis vraiment reconnaissant à l'ambassade de France au Kazakhstan et à l'Alliance française à l'époque de m'avoir inspiré beaucoup et surtout de m'avoir indiqué un peu le chemin pour la poursuite de mes études en France. Et en fait, en dernière année d'études, je me suis posé la question, pourquoi pas étudier à l'étranger? Parce que ça me permet d'élargir ma culture générale, on peut dire ma compréhension du monde, la conception du monde. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser euh, par les universités et les écoles françaises. Heureusement qu'il y avait déjà, à l'époque, je ne sais pas si c'était vraiment Campus France, mais c'était l'Alliance française qui s'en occupait. Et en fait, il y avait pas mal de choses. Il y avait des gens très sympathiques qui nous ont beaucoup aidés à l'époque, avec des informations très concrètes, précises et très utiles. Et en fait, à l'époque, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'écoles de traduction d'interprétariat dans le monde, mais comme quoi il y a deux écoles les plus mythiques à Genève, l'école de traduction d'interprétation de Genève et l'école de Paris. Et en fait, et, en fait peut-être c'est un peu le speak kazakh, mais en fait, je me suis fixé un objectif à entrer à l'école de Paris. Voilà. Et en fait, je me suis dit, écoute, si ça marche pas, pourquoi pas. Voilà, donc je vais en Chine après. Je vais en Chine étudier, etc. C'est la tendance, voilà. Et donc, du coup, l'ambassade de France au Kazakhstan, en général, le corps diplomatique, ils n'étaient pas très chauds avec ce choix. Ils m'ont dit, non, il faut aller à Strasbourg, et parce que, voilà, à Paris, c'est compliqué avec le logement, tout ça. Je suis reconnaissant pour ces conseils. Mais en fait, je me suis dit, les deux écoles étaient très difficiles, vraiment très difficiles à entrer. Et je me suis dit, je vais essayer d'abord passer à Paris. Si ça ne marche pas, je vais à Strasbourg. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'ESIT, l'école supérieure d'interprète et de traducteur. Et comme je suis assez bavard, en fait, j'ai choisi plutôt l'interprétation de conférences plutôt que la traduction. Et voilà. Et, par contre, à l'école, ils m'ont dit qu'il ne suffisait pas seulement de parler français, même si j'ai une affinité particulière pour cette culture. Aujourd'hui, il faut parler au moins, en tout cas, les interprètes professionnels doivent parler au moins anglais, français et une ou deux autres langues au minimum. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à m'intéresser par le monde des smartphones. Et bien évidemment, ma langue maternelle, c'est le russe. Donc, voilà, j'ai commencé ce parcours. Par contre, dans cette école, je me suis rendu compte assez vite que... on m'entend? Oui, oui, on vous entend. En fait, dans cette école, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça ce que j'attendais, parce que, c'est-à-dire que du point de vue positif, parce que moi, je pensais qu'il suffisait juste de parler bien une langue pour devenir interprète. Et je sais à quel point j'étais jeune et peut-être pas assez sage. Voilà. Et je me suis rendu compte que le métier d'interprète, de traducteur, c'est vraiment l'un des métiers les plus challengeants, on peut dire, qui est D'accord. très difficile. Et en fait, c'est pour ça que après avoir passé une année d'études à l'ESIT à Paris, j'ai commencé un autre master pour, on peut dire, monter en compétences linguistiques, notamment avec l'anglais et l'espagnol. Et j'ai choisi le parcours commerce international et gestion à l'université Paris-Sorbonne à l'époque. Voilà, j'ai bien passé donc un cycle complet, master 1, master 2, et j'ai réussi mes études. Donc, j'ai eu un master 2 en commerce et gestion. Et ensuite, je suis revenu pour passer les examens. On peut dire pas vraiment au rattrapage, mais j'ai pris juste une année, 2 années sabbatiques. Et voilà, et j'ai réussi ensuite le Master 2 en interprétation de conférence. Voilà. Et j'ai commencé à travailler comme interprète d'abord à l'ambassade du Kazakhstan en France et ensuite dans beaucoup d'endroits, et notamment à l'OCDE, à l'UNESCO, à l'ONU à l'époque. Voilà.
On posera la question sur le parcours professionnel tout à l'heure parce que ça va être vraiment intéressant. On sait bien qu'André, il collabore beaucoup avec l'ambassade et le réseau français au Kazakhstan. Juste une question sur l'accord final de ton parcours d'études. Tu as fait aussi ton doctorat en économie et gestion. Oui, en fait, comme je me suis orienté vers l'économie-gestion à l'époque, et il y a eu, je ne sais pas si c'est vraiment la chance, si c'était le destin, et en fait, je pense que c'est les deux, mais à un moment donné, j'ai vu un article de presse, je crois que c'était dans le Monde même, à l'époque, il y a quelques années, et en fait, on m'a dit qu'il y avait une organisation internationale, l'OCDE, voilà, qui travaille de façon assez active avec les pays émergents et notamment avec le Kazakhstan. Et j'ai appris l'existence d'un programme spécial de coopération avec le Kazakhstan dans le domaine économique et commercial. Et en fait, et comme j'avais déjà un diplôme d'économie-gestion, j'ai pas postulé, j'ai passé le concours et je suis devenu vacataire pendant, ouais, pendant un peu plus de 2 ans et j'ai travaillé comme analyste économique, de politique économique et dans le département de relations avec les pays de l'Est et notamment avec le Kazakhstan. Et donc là-bas, je me suis rendu compte qu'il fallait continuer à étudier et j'ai entrepris ces études de doctorat au sein de la même université qui n'existe plus d'ailleurs. Maintenant, ça s'appelle l'université Sorbonne, je crois. Juste Sorbonne Université. Sorbonne Université. Mais en fait, c'est toujours la même. C'est seulement qu'elle a un peu grossi et qu'elle a redéfini Oui, certaines choses. Toujours par écart. exactement. C'est ça. D'accord. Juste une dernière question, André. Le choix de l'université pour ton doctorat, ça s'explique seulement par le fait que tu as fait déjà ton master dans cet établissement ou parce qu'elle est particulière dans ce domaine spécifique? Tout d'abord parce que en fait, c'est une université prestigieuse, c'est très connu. Et en fait, après avoir passé 2 ans là-bas, je me suis rendu compte que c'est vraiment une excellente université, très exigeante en fait, qui donne beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on peut aussi faire de l'alternance. Mais par contre, c'était pas du tout facile d'étudier. Déjà parce que c'est pas notre langue maternelle à la base. Et en fait, il y a aussi des différences culturelles, de l'enseignement. Et donc, mais en fait, on peut dire que j'ai beaucoup aimé en fait, parce que ça m'a permis de me battre en permanence et d'apprendre et de me perfectionner. Et en fait, comme je connaissais déjà des professeurs à l'université, j'ai décidé, OK, on essaie de faire un doctorat ici. Voilà, je voulais aussi à l'époque essayer la Suisse, mais je me suis dit que peut-être ce serait plus simple, comme je suis déjà établi à Paris, et d'autant plus que notre ambassadeur à l'époque, l'ambassadeur du Kazakhstan en France, m'a dit ce serait peut-être bien d'avoir un premier doctorat de la Sorbonne, de la célèbre Sorbonne. C'était toi. Peut-être, à ma connaissance, il n'y en avait pas d'autres, mais peut-être, et j'espère que pas du tout le dernier, en tout cas. Oui, espérons-le. Merci beaucoup, André, pour ton témoignage très intéressant. Merci. Merci, André. Alors, nous allons passer à Phoebe Joaquin, qui est américaine et francophone. Alors, Phoebe était étudiante au Bowdoin College et elle a décidé de faire un semestre en échange à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un semestre en histoire, en licence. Alors, Phoebe, je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être si votre micro est allumé, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi la France pour effectuer ce cycle d'études, ce parcours en études? En fait, récemment, c'est rare que je parle français, donc je m'excuse si je me trompe. Je vais essayer de partager tout que c'est nécessaire. J'ai étudié le français à l'université aux États-Unis et j'ai eu l'occasion d'étudier en échange pour un semestre. Et j'ai choisi la France pour la langue. Et j'ai fait un petit échange au lycée et c'était vraiment magnifique. Je suis vraiment
francophile depuis ma jeunesse. Et j'ai voulu apprendre avec les étudiants français pour mieux comprendre leur manière de vivre, d'apprendre et de parler. Et la France, à mon avis, c'est le cœur de la langue. Et j'aime la littérature française, l'art français et les expressions culturelles françaises. De plus, j'aime l'histoire française et j'ai voulu être au centre de tout. C'est pour cette raison que j'ai voulu étudier à Paris. J'ai voulu être aussi au centre culturel et social. Là, j'ai pu faire beaucoup de choses pour améliorer le français et la prononciation, pour visiter des musées et pour mieux comprendre la manière de vivre parisien, parce qu'il y a un vrai romantisme de cette ville. De plus, j'ai voulu étudier à la Sorbonne, une des universités les plus vieilles du monde, plus vieux que les États-Unis, et j'ai eu l'occasion d'étudier l'histoire là, et je l'ai fait. Pourquoi finalement, Phoebe, avoir choisi, là on a bien compris pourquoi avoir choisi la Sorbonne, mais est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que le fait d'avoir étudié à Paris, à la Sorbonne, vous êtes ressorti grandi? Oui, c'était vraiment difficile pour moi parce que c'est différent d'apprendre d'un professeur natif qu'un prof américain qui peut parler français, mais j'ai appris beaucoup de choses en histoire. Il y a une manière très différente d'apprendre à France. Aux États-Unis, les professeurs encouragent les étudiants de partager leur avis et c'est pas le même en France. La manière, c'est plus rigide. Aux États-Unis, ils se focalisent aux interprétations des faits, mais ils sont plus objectifs à l'université française. Et c'était très bien pour apprendre une perspective objective c'était différent que toutes les autres choses que j'ai appris aux États-Unis. Justement, ça vous a plu, ce parcours, ce semestre? Oui, c'était seulement le semestre, mais j'ai voulu étudier plus à Paris. Merci beaucoup, Phoebe. Peut-être nous allons continuer avec une deuxième question pour Sophie. Puisque tous les quatre, vous avez étudié à Paris, j'aimerais revenir sur votre découverte de Paris, en tout cas, comment était votre vie étudiante à Paris. On va commencer par toi, Sophie. Comment est-ce que toi, tu t'es installée à Paris? Comment est-ce que cette vie étudiante aussi, tu l'as vécue avec les autres étudiants, etc. Quel ressort positif tu as eu? Alors, je pense qu'on peut imaginer cette vie un peu comme dans l'œuvre de Alfred de Musset, Pinson, sauf qu'on n'est plus au milieu du 19e siècle et que la sociologie de Paris a quand même un petit peu changé, mais en ce qui concerne les limitations financières, mais également l'ambiance et puis le rythme aussi que j'ai eu et toute la gaieté de la vie, on peut dire que c'était assez comparable pour moi. Et au niveau des études, c'était toutefois parfois difficile de jongler au niveau de la vie étudiante en général. C'était toutefois parfois difficile de jongler la vie professionnelle avec cette vie étudiante.
car quand on veille à toujours travailler à côté des études, comme je l'ai fait moi, avec un poste de prof d'allemand et de français en Master 1 et puis ensuite le poste d'apprenti en Master 2, c'est pas évident de tenir la cadence des cours, et ça surtout en période d'examen ou de rédaction de mémoire. Mais excepté ce rythme assez intense entre travail et études, ça a été une période d'épanouissement total pour moi, qui m'a fait découvrir un réel réseau d'étudiants aussi, assez soudés, et d'ailleurs très renforcé par une culture d'association en France. J'ai remarqué qu'il y avait cette culture d'association d'étudiants en France beaucoup plus présente que ce que j'avais vécu moi en Suisse. Donc, ouais, c'était un enrichissement sur le plan de la vie d'étudiant. Et après, toi, Sophie, tu es tu es bilingue même en français. Pour toi, l'intégration auprès des autres étudiants, ça a été quelque chose de facile. Est-ce que tu as vu une différence entre s'intégrer au sein d'une vie étudiante à la Sorbonne, en université, par rapport à s'intégrer dans une grande école qui est plutôt sur le modèle des universités américaines avec une vie plus, en tout cas, soudée, ce que tu disais par rapport aux associations, par exemple, c'est très proche des grandes écoles et des… Tout à fait. Oui, je dirais qu'en université publique, c'est assez difficile en tant qu'étrangère de de se frayer un chemin, de nouer ses contacts. On est peut-être un petit peu perdu au début. Il faut être dans le bon cours au bon moment pour parler à la bonne personne. Alors qu'en école, de par la taille déjà des classes, c'était beaucoup plus facile de nouer des contacts et qui restent d'ailleurs aussi, et d'en faire un réseau alumni aussi, notamment comme c'est le cas maintenant. Donc oui, je dirais que le modèle de la grande école française facilite en tout cas un réseau d'étudiants plus soudés. À l'université, c'est plus lié aux relations interpersonnelles, au fait de bien s'entendre avec quelqu'un. Voilà. Notamment parce que les cours, on n'a pas forcément les mêmes régulièrement. Et donc, les gens changent souvent. Donc, il faut être en mesure d'avoir créé effectivement des liens avec quelques-uns qu'on a vus pendant un cours ou deux. Ok. Il faut être assez outgoing, on va dire. Oui. Donc, en français, Sophie, Euh, aller de l'avant peut-être. aller de l'avant, ouvert, voilà. Parce que c'est un rendez-vous francophone, je précise. Nous, on y tient ici. Et moi. Mais non. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Et surtout pour cette remarque sur la différence entre les universités publiques et les grandes écoles, ce qui peut être très utile pour les futurs étudiants. Maintenant, la même question pour Aidana. Comment était la vie étudiante pour toi? Et c'est un hasard vraiment que tous les 4 invités ont étudié à Paris et vous aurez peut-être pas les mêmes retours ou peut-être vous aurez aussi des points communs là-dessus. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as vécu les études et la vie à Paris? Oui, en fait, bon, je peux dire que la première année de droit, c'était un peu difficile pour moi. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Et donc, je passais la plupart du temps à la bibliothèque. Et même, parfois, je faisais de la queue pour trouver une place à la bibli. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de surprenant parce que je ne pense pas que ça existe dans les universités kazakhstanaises. Voilà, que vous faites la queue pour avoir une place. Et quand la première fois je suis allée pour donner mes documents à l'administration, j'ai vu ce beau bâtiment d'Assas juste en face dans le quartier latin, juste en face de Panthéon. Voilà, et à l'intérieur, c'était comme comme dans l'image derrière Jérémie, vous pouvez imaginer. Et moi, je pensais que j'aurais des cours là-bas. Alors qu'après, j'ai compris, on m'a dit que non, en fait, vous allez avoir des cours dans un centre différent, le centre de Vaugirard.
en première année, puis après, en deuxième et troisième année, c'était le centre d'Assas. En fait, c'est que les gens qui font un master 2, un doctorat, qui font des cours là-bas. Et donc, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des cours magistraux, mais quand même, c'était très intéressant pour moi parce que j'ai passé, première année, je vivais à Versailles. Et donc, c'était un peu difficile, surtout le matin, parce que j'avais des TD, des travaux dirigés qui commençaient à 8h15. Et donc, il y avait un train de Versailles à Chantier à Montparnasse qui partait à 7h03. Pas à 7h10, mais à 7h03. C'est très précis. Vous savez, il y a deux types de trains. Il y a un qui passe par chaque station. Il y a un train direct ça fait 12 minutes. Et donc, si je prenais pas ce train de 7h03, alors je devais passer à peu près 30 minutes à passer par toutes les stations. Et donc, c'était ouf, quoi. C'était difficile pour moi. Et aussi, j'ai remarqué parfois quand il fallait aller à l'administration, donc tu fais la queue aussi. Et si tu n'as pas la chance et que c'est ton tour, mais c'est déjà 12h30. Et donc, les gens disaient, mais désolé, l'après-midi, le déjeuner, comment dire, c'est quelque chose de très important dans la vie. Donc, désolé. Et je devais attendre encore 2 heures comme ça. Voilà. C'est vrai que l'administration française, c'est un choc Oui. pour les étudiants. Et c'était une bonne leçon pour moi parce que maintenant au travail, je fais la même chose. Un collègue qui m'approche pendant mon déjeuner, je dis désolé, mais c'est un temps pour le déjeuner, je ne suis pas ici. Voilà. Et je peux dire que comme c'était, Assas, c'est une université un peu, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'étrangers en licence. Et c'est pour ça, mes premières années, je ne voyais pas beaucoup d'étrangers. Et il n'y a pas beaucoup. Mais quand j'étais au centre d'Assas, donc là, quand il y a d'autres étudiants de master, donc c'était là quand j'ai commencé à faire des connaissances. Et surtout, moi aussi, je voulais ajouter sur les associations. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Il y avait des associations différentes, musique et aussi les équipes qui participaient au modèle de l'ONU. Peut-être que vous connaissez bien. Et donc, quand j'étais en master 1, j'ai fait partie de cette association et j'ai fait partie de l'équipe d'Assas. On a participé dans deux modèles de l'ONU à Rome et aussi à Londres. Donc ça m'a permis de trouver des amis avec des intérêts similaires. Franchement, c'était une expérience inoubliable. Donc moi, je conseille vraiment aux étudiants de voir toutes les associations qui existent dans leurs universités futures. Et aussi, je voulais ajouter que les programmes d'échange, c'est aussi quelque chose de vraiment populaire. Moi, j'ai fait un programme d'échange, même si j'étais étrangère. En 13e année, je suis allée en Russie, à Moscou, et ça m'a permis de vraiment enrichir mon expérience. Et surtout, comme je savais que j'envisageais de retourner au Kazakhstan, et je savais bien qu'il faudra travailler. C'est pour ça que ça m'a permis de voir comment est mon juridique, mon langage juridique en russe. Et franchement, je voudrais juste ajouter que vraiment, j'ai compris encore une fois que les connaissances que j'ai obtenues pendant mes études en France, moi, je n'avais pas de problème avec les cours en Russie. Avec les examens, j'ai eu des notes excellentes. C'était vraiment très facile parce que en France, je parlais en Russie. En Russie, parfois, votre succès dépend de votre mémoire. Il suffit de juste mémoriser tout par cœur et on vous donne des questions
et vous leur répondez, souvent ça s'appelle des atchotes, voilà. Alors qu'en France, ça ne marche pas. Les matières où vous pouvez avoir des questions en avance et vous pouvez les préparer, les réponses, ce sont des matières normalement pour lesquelles vous obtenez des points, non vraiment très peu, ce sont des cours, comment dire, pas les cours principaux. Voilà. Et j'ai vu cette différence parce que en France, il ne suffit pas de juste mémoriser par cœur un livre et de juste mémoriser par cœur tous les articles ou les lois. Il faut vraiment savoir analyser en arrêt. C'est une décision voilà, d'un tribunal ou soit une décision d'un autre, commentaire d'arrêt, une dissertation. Ce genre d'exercice vous permet de vraiment, comment dire, jongler, on peut dire, avec les connaissances et surtout les plans. Euh, les Français, enfin en droit, ils font beaucoup d'attention sur les plans des dissertations. Ça doit être toujours en deux parties, chaque partie divisée toujours en deux parties. Et c'est vraiment quelque chose que au début, j'avais des problèmes avec ça. Et je peux dire que je pense que dans les matières des études de politique, ce sont des plans en trois parties, si je ne me trompe pas. Donc, les étudiants français, normalement, ils passent par tous, enfin, ils font ce genre de choses à l'école secondaire, enfin, au lycée. Et donc, parfois, ça peut poser un problème pour les étudiants, je pense, kazakhstanais. Donc, si vous envisagez de faire des études enfin, comment dire, humanitaires, je ne sais pas, en droit ou en littérature ou quelque chose comme ça, je vous conseille vraiment de juste enfin, aller googler sur l'Internet, voir ce que c'est, pour avoir, comment dire, un peu, enfin, déjà savoir ce que vous attend dans votre avenir. Voilà. Mais sinon, la vie étudiante, vraiment, c'était quelque chose. À Paris, bien sûr, avec les parcs et tout, et le quartier latin. Et c'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Et ça m'a aussi, bien sûr, vous pouvez aller voyager partout en France, en Europe. Donc, c'est vraiment un bon choix pour faire des études dans ce pays. Merci beaucoup, surtout positif, et pour ces conseils très, très utiles. C'est vrai qu'il faut parfois des préparations spécifiques aux étudiants, surtout pour des études en droit, ce qu'on n'arrête pas de dire à ceux qui s'y intéressent. Merci beaucoup, Aidana. Bien. André, je te pose la même question sur la vie à Paris, où tu as passé et où tu vis encore et où tu as passé beaucoup de temps. Et est-ce que tu peux aussi nous parler des associations ou des réseaux dont tu as pu profiter pendant tes études, pendant ta vie? En fait, moi, je pense que ça dépend beaucoup du projet personnel, professionnel et le projet d'études pour bien choisir la ville. Parce que moi, je peux pas dire que Paris est la meilleure ville pour faire ses études, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment vécu dans d'autres villes, malheureusement. Voilà, j'ai visité pas mal de villes en France, mais j'ai vraiment vécu seulement à Paris. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si ça dépend du projet personnel, c'est que pour moi, c'était plus qu'utile d'être à Paris parce que vu on peut dire, spécialisation, ma formation en interprétation de conférences à l'international, c'était vraiment utile d'habiter à Paris parce que moi, je travaillais, je faisais des stages et des missions différentes à l'UNESCO, à l'ambassade et dans beaucoup d'autres endroits. Donc, pour moi, c'était vraiment génial. Après, on a déjà dit pas mal de choses sur la quantité impressionnante des bibliothèques, des associations, vraiment des écoles à Paris, c'est indéniable, honnêtement. Et moi, j'ai eu aussi la chance d'habiter à la Cité internationale universitaire de Paris. Voilà, c'est vraiment un endroit très particulier, unique au monde.
je crois, parce que la France déjà est un pays d'accueil, un pays, moi je trouve que personnellement que c'est un très beau pays qui accueille bien ses étudiants et les étudiants étrangers. Et en fait, à l'Institut international de l'Université de Paris, il y a presque, à ma connaissance, il y a environ 12 000 étudiants venus du monde entier qui habitent dans 46 maisons qui appartiennent chacune à un pays différent. Pour le moment, il n'y a pas de maison du Kazakhstan, mais j'espère qu'un jour, donc, il va en avoir. Voilà, et moi, j'ai vécu dans deux maisons différentes, à la maison du Liban et à la maison du Mexique à l'époque. Et, euh, et en fait, c'est cette expérience humaine et universitaire, à la fois à la Sorbonne, l'une des universités les plus convoitées par les étudiants étrangers, et aussi à la Cité internationale universitaire de Paris. Ça m'a permis je crois en tout cas, de devenir plus tolérant, plus compréhensible pour les autres cultures, d'apprendre et de pratiquer les différentes langues, de découvrir les cuisines. Voilà. Et donc, je pense que pour moi, ça a été vraiment une belle expérience d'étudier à Paris. André, j'aurais bien aimé que tu fasses l'accent sur la vie, sur ta vie à la cité universitaire internationale. J'aurais beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Et tu as dit en quoi c'est particulier. Est-ce que tu l'as trouvé toi-même ou est-ce que ça t'a été conseillé par ton université? La Cité internationale universitaire de Paris, c'est un projet très humaniste à l'époque d'un mécène qui voulait montrer que, notamment grâce à la position diplomatique de Paris, qu'on peut accueillir des étudiants venus du monde entier qui doivent plutôt coopérer plutôt que faire les guerres. Parce qu'à l'époque, c'était la Première Guerre mondiale. Et donc, je pense que son projet a bien réussi parce que, voilà, effectivement, on voit même aujourd'hui ce mélange de cultures qui vivent en harmonie. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai découvert cette cité, on peut dire, grâce au réseau du CNUS D'accord. à l'époque, parce qu'en fait, ils m'ont demandé, OK, l'ambassade de France au Kazakhstan voulait que vous alliez plutôt à Strasbourg, et ici on n'a pas de logement. Donc, comment est-ce que vous pensez faire? Et donc, moi, je me suis dit, je reste à Paris, etc. Je ne sais pas. Quelles sont les solutions? Ils m'ont dit, tentez vos chances à la Cité internationale universitaire de Paris. Ils sont vraiment internationaux. Je suis allé là-bas et j'ai vu ces beaux bâtiments, ce parc. Waouh, c'est génial, etc. Mais on m'a dit, il n'y a pas de place. Vraiment, il n'y a pas de place. J'ai réfléchi, j'ai rédigé une lettre personnelle de motivation et je suis revenu le lendemain et ils m'ont dit, c'est génial. En fait, on n'a jamais eu d'étudiants du Kazakhstan. Voilà, c'est un pays très intéressant et allez à l'ambassade du Kazakhstan, s'ils vous soutiennent, donc on va donc vous donner une place. Et c'est comme ça que moi j'ai eu la chance d'habiter à la cité universitaire. Voilà. Donc on m'a accepté, on m'a dit par contre il n'y a pas de maison de Russie, du Kazakhstan, il y a une place à la maison du Liban et voilà, vous pouvez habiter ici. Voilà. Merci beaucoup, André, pour le partage de cette expérience. Et en fait, c'est que je voulais juste, si vous permettez, Ouais. d'ajouter, c'est que, en fait, c'est un endroit très intéressant à découvrir si quelqu'un d'entre vous euh, passe un jour par Paris. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller pour découvrir. Déjà parce que c'est un endroit de mélange culturel. Vous pouvez aussi découvrir les différentes architectures des pays différents, vraiment au centre de Paris. Mais il y a aussi une bibliothèque, il y a un théâtre, il y a des installations sportives, il y a même un bureau de poste, donc il y a la préfecture de police pour les étudiants et je vous conseille vivement d'y aller pour découvrir cet endroit, on peut dire, pour moi, humaniste, vraiment,
qui C'est bon contribue, départ, en fait. Ouais. voilà, contribue à la richesse et la tolérance culturelle. Merci beaucoup, André, pour ce beau message. Alors, Phoebe, je vais vous poser une dernière question, peut-être deux questions en l'une. Vous, concernant votre vie étudiante, comment est-ce que vous l'avez vécu à Paris? Et c'était quelque chose, c'était quelque chose pour vous, si vous en ressortez quelque chose de positif. Et puis plus généralement également, est-ce que cette expérience que vous avez eue en France vous a servi par la suite professionnellement? Oui. Mon échange était vraiment culturel pour moi parce que j'ai eu seulement un semestre pour vivre à Paris et j'ai voulu voir tout. C'était vraiment une expérience culturelle au musée, au cinéma. Et c'était aussi vraiment indépendant. J'ai vécu au 15e arrondissement avec une femme française. Et c'était avec elle que j'ai mangé, que j'ai parlé beaucoup. Et c'était difficile à l'université parce que souvent, comme les autres ont dit, j'étais la seule étudiante étrangère souvent et c'était mon premier semestre avec les étudiants qui ne sont pas américains. Donc, c'était un peu difficile de faire la connaissance des autres. Et parce que j'ai étudié en licence 3, ils avaient déjà établi leurs amis, leurs systèmes sociaux. Mais il y a certains étudiants qui m'ont fait la connaissance. Jérémy, par exemple, et c'était par les amis comme ça que j'ai pu apprendre le secret français, le secret français et tout ça. Nous avons fait beaucoup de choses après les cours, comme manger à la cantine française à l'université et nous sommes promenés au jardin de Luxembourg, des choses comme ça. Et c'était vraiment une leçon à vivre et de voir la culture et la manière de vivre. Malheureusement, je n'ai pas fait des choses professionnelles avec mon français. J'ai travaillé en conseil en affaires et maintenant à une start-up où j'ai fait du marketing. C'est rare que je parle français, mais je suis en train de trouver des occasions pour la parler. Mais après l'université, j'ai eu l'occasion d'enseigner en France et j'ai déjà eu un boulot en économie, donc je ne l'ai pas fait, mais c'est triste que je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'est nécessaire de parler beaucoup avec les Français natifs pour faire quelque chose de professionnel avec la langue, parce que c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est en étudiant en France que j'ai appris le français. Et Phoebe, est-ce que tu continues de lire en français, quand même, de pratiquer plus personnellement le français, un petit peu? Oui, un petit peu. Je suis en train de commencer encore parce que il y avait des années où j'étais très occupée, j'ai fait beaucoup de choses et le français, c'était un peu difficile de trouver des gens qui le parlent, mais j'habite à New York et il y a beaucoup de Français ici et il y a beaucoup d'occasions de le parler. Donc, je suis en train de retourner. Et tu reviens parfois à Paris et du coup, c'est aussi l'occasion de repratiquer un peu. Oui, je veux le faire. Merci beaucoup, Phoebe.
Merci, c'était un témoignage plus culturel. Phoebe va devoir nous quitter malheureusement, mais merci beaucoup à toi, Phoebe, d'avoir participé à cette session. Au revoir. Je vais poser la question à Sophie concernant justement les opportunités qui ont pu se déclencher à la suite de ce parcours d'études en France. Sophie, toi, tu nous disais que tu avais travaillé chez Sanofi en apprentissage. Après cette expérience et l'obtention du diplôme, est-ce qu'il y a des opportunités qui se sont créées pour toi? Oui, tout à fait. En fait, les études de communication en France ont permis de gagner de l'expérience professionnelle dans dans ce secteur qui est un secteur assez transversal, on peut le dire, parce qu'il touche à plusieurs branches. Selon l'entreprise, pour moi, une entreprise pharmaceutique ou l'agence dans laquelle on travaille. Donc moi, ça a été l'occasion de gagner de l'expérience du côté de l'entreprise chez Sanofi, mais également ce qui en a découlé par la suite, c'est un poste de chef de projet au sein d'une agence de moyenne taille, on va dire, où je m'occupais d'un client de la grande distribution. Mais il faut dire que ça a avant tout été pour moi l'occasion de me réconforter dans mon choix de reprendre les études par la suite et de me réorienter parce que je me suis ensuite réorientée vers le secteur de l'enseignement auquel j'avais déjà un petit peu touché auparavant. Donc je dirais que cette expérience professionnelle, de cette expérience professionnelle, a découlé une motivation intrinsèque de faire encore un diplôme pour devenir finalement enseignante du français au lycée en Suisse, ce qui actuellement m'ouvre probablement encore une autre voie potentiellement, c'est celle d'entamer un doctorat en littérature française. Donc Aujourd'hui, c'est plutôt justement de cette expérience que tu en as découlé une sorte d'assurance qui t'a permis de décider aujourd'hui que tu préfères t'orienter vers la recherche. Et cette recherche, tu l'as fait actuellement en Suisse. Exactement, oui, au sein de l'université de Zurich. Est-ce que la pratique du français en France, donc toi tu es presque bilingue, mais est-ce que le fait d'avoir repratiqué le français, que ce soit en université, de façon professionnelle aussi au sein de Sanofi, au sein de l'agence, ça t'a donné davantage de compétences en français qui te sont utiles aujourd'hui en littérature comparée? Tout à fait, oui. Et je dirais même que sans mon expérience à Paris, j'en serais peut-être pas là où j'en suis maintenant. Donc, c'est vraiment sur le point linguistique aussi, ça a été un enrichissement pour moi. Et m'a réconforté aussi dans le choix sur le plan de la recherche, de me vouer à d'autres thématiques que celles du milieu professionnel de la communication. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Je vais devoir y aller également. Sophie va devoir y aller également, mais merci à toi, Sophie, d'avoir participé à cette session. On va continuer avec André et Aïdana, puis avec les questions plus techniques auxquelles on pourra répondre avec Anar. Merci beaucoup, Sophie. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir, Sophie. Je continue avec la même question pour Aïdana. Tu as déjà parlé du fait que le français et tes études à Paris, surtout, t'ont beaucoup aidé dans ton chemin et ton parcours professionnel. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? En quoi précisément les études à Paris t'ont donné de telles opportunités pour le travail? Oui, donc comme j'ai dit, pour moi, c'était pas très difficile quand je suis retournée au Kazakhstan comment dirais-je, de travailler un peu avec le droit, surtout quand j'ai fait mon stage au bureau de l'ombudsman de Kazakhstan. Et aussi, il y a une histoire un peu, comment dire, un peu drôle parce que, en fait, quand je faisais mon stage, il y avait une réunion des experts différents et des, comment dirais-je, des experts dans les droits de l'homme.
et d'autres directeurs des agences de l'ONU et d'autres organisations internationales. Et donc, moi, on m'a dit de juste, juste pour accueillir les gens à côté de l'ascenseur. Voilà. Et donc, il y avait un moment quand, en fait, c'était mon futur chef. Quand il est passé, donc moi, je devais dire bonjour, etc. et de montrer le chemin. Et je juste dis bonjour, c'est tout. Et en fait, après, quand il a demandé à mon collègue d'où je suis, elle a dit que voilà, c'est une fille qui a fait ses études dans l'ancienne Sorbonne. Et il a fait euh, une blague en disant, bah, je vais la, comment dire, Embauché. que il va, quand je vais travailler pour lui, qu'il va, enfin, parce que moi, je pensais de travailler au bureau, en fait, j'envisageais, parce que j'ai déjà, j'ai déjà parlé avec les collègues, etc. Et il fallait surtout, enfin, attendre novembre. Et donc, on a tout, ils ont ri sur ça, et après, ils m'ont demandé comment tu as pu dire bonjour que la personne a voulu te prendre, enfin, te donner un job, voilà. Et moi, je pense que c'était juste à cause du mot à la Sorbonne et tout. Et après, après quelques mois, quand j'ai vu qu'il y avait un poste libre, donc j'ai postulé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la réforme pénale internationale. Donc, c'est l'ONG dont j'ai parlé, euh, qui, qui s'occupait de la promotion des droits des prisonniers. Et comme je disais, le français aussi m'a beaucoup aidé parce que parfois, j'étais responsable pour retrouver des experts. J'étais responsable pour des projets dans le domaine de terrorisme et de la radicalisation des prisonniers. Et donc, parfois, c'était très difficile de trouver des experts aux États-Unis, en Europe. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je pouvais également chercher en français. Et c'était comme ça qu'une fois pour mon projet, on a invité un fonctionnaire du ministère de la Justice. Et puis, on a pu organiser une visite de prison en France, côté de Paris, pour, euh, pour, euh, des, euh, pour notre équipe voilà, et mon directeur de l'organisation. Donc, comme je disais, mais quand même, je peux dire que je pense que quand vous faites des études en droit, et si vous retournez au Kazakhstan, il faut mieux savoir dans quel domaine vous voulez travailler. Si vous voulez travailler dans le domaine du droit des affaires, tout ce qui est commerce, etc., ou même dans le droit civil, c'est mieux de tout de suite faire un stage. Comme ça, en même temps, vous pouvez apprendre et voir enfin, les détails, on vous explique comment travailler et puis vous pouvez, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour vous, puis pour continuer ce parcours. Alors que moi, comme je savais que je ne voulais pas travailler comme un avocat, devenir un avocat, parce que pour ça, il faut obtenir une éducation spécifique. Et comme je savais que je ne voulais pas travailler comme un juriste un vrai juriste dans une organisation commerciale, donc ça m'a permis de chercher des jobs différents dans le domaine international. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je travaille dans la délégation de l'Union européenne au Kazakhstan dans la section politique. Et moi, je peux pas dire que j'avais beaucoup de matière dans les sciences politiques, mais j'avais des matières comme les relations internationales. Et surtout, quand vous étudiez le droit international public, vous aussi, vous êtes obligé de comprendre comment les relations se développent entre les différents pays. Voilà. D'accord. Tu es resté dans le contexte international, en fait. Tu es rentré au Kazakhstan, Oui. tu es resté Oui. dans le même contexte. Et est-ce que dès le début, dès le départ, tu visais le travail au Kazakhstan ou tu comptais aussi trouver le travail en France?
Comment- Euh, non, moi, franchement, dès le début, je savais bien que je voulais retourner au Kazakhstan. Et donc, pour moi, c'était vraiment euh, faire des études à l'étranger, c'était une possibilité pour moi de vivre aussi un peu à l'étranger, de voir ce que c'est. Euh, Moi aussi, je pensais de... Bon, je pense aussi, un jour, peut-être, je peux travailler dans un autre pays, qui sait. Mais soit c'est... Je pensais aussi à la diplomatie. Moi, j'ai un grand respect pour le travail des ambassades des différents pays. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je... Mais je peux dire que je pense que c'est après la licence, quand vous choisissez votre master, c'est mieux de savoir à peu près, au moins dans le droit, de ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a une grande différence entre l'éducation au Kazakhstan et en France. Si au Kazakhstan, vous faites des études en droit et vous pouvez être, comment dire, un spécialiste en même temps dans le droit civil et le droit pénal, en France, c'est un peu différent. C'est vraiment, vous devez vraiment choisir ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et à partir des masters, ça commence enfin, le chemin devient plus spécialisé. C'est pour ça que quand j'ai fait mon master 1 en droit international public, j'ai commencé à comprendre que non seulement je suis intéressée par les droits de l'homme, mais aussi par le droit international économique, par le droit de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là que je me suis dit, OK, d'abord, je vais aller travailler, je vais voir ce que c'est, parce que je ne voulais pas obtenir, vous savez, un diplôme juste pour avoir un diplôme. Parce que moi, franchement, je pense que ça, c'est le cas vraiment souvent au Kazakhstan. C'est pour ça que euh, quand vous faites un Master 1, il y a comment dire, une rupture. Ici au Kazakhstan, quand vous choisissez votre master, vous faites 2 années tout de suite. Et donc, vous obtenez un master en droit international public, par exemple. Alors qu'en France, vous faites la première année en master international public, enfin, droit international public. Après, vous devez choisir encore quelque chose de plus étroit. Oui, Et c'est ça ça. vraiment permet de... Pour ajouter quelque chose à ce que vous dites, Aïdana, c'est très vrai ce que vous dites sur la spécialisation en France. Moi, j'aimerais y revenir parce qu'en France, on se spécialise très tôt, parfois même dès la licence, en master aussi. Et ce que vous dites sur les passerelles, c'est très vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas garanti de passer automatiquement de la licence 1 à la licence 2 ou du M1 au M2. Et d'ailleurs, entre les différents M2, il y a parfois des critères de sélection qui sont différents. Et si par exemple, vous voulez un master 2 qui est sélectif, vous allez peut-être pas pouvoir le faire si vous n'avez pas atteint un certain niveau, par exemple 14 ou 15. On va vous dire, vous allez devoir aller dans une autre université pour le faire. Et Panthéon-Assas, l'université dans laquelle vous êtes, elle est réputée pour être une université très sélective. Donc même entre les passerelles de niveau, il faut garantir une certaine moyenne générale, sans quoi on doit pouvoir, par exemple, partir ailleurs pour suivre ses études. Oui, Pardon. oui, et surtout, ça aussi, ça explique si vous voulez, si vous choisissez de postuler en ce genre de master, vous devez être très motivé. Et bien sûr, euh, c'est très difficile de faire ce genre de choses. C'est pour ça, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire et avoir de grandes motivations pour ça. Merci beaucoup, Adana, pour ces conseils pratiques. C'est vrai que ça doit être très ciblé pour le master et vous en êtes une preuve, surtout quand vous avez trouvé le travail aussi facilement. André, je te pose la même question et je voulais juste préciser que c'est une exception pour toi parce que tu es le seul entre les 4 invités qui est resté à Paris et qui travaille à Paris. Euh, donc, est-ce que tu peux en parler de ton parcours professionnel et pourquoi travailler à Paris, comment tu as trouvé le travail et comment tu t'es orienté vers ce que tu fais aujourd'hui? Ah, il y a ton micro qui est coupé. Je te l'active. Voilà, c'est bon. Ok. Bah, écoutez, en fait, moi, j'ai commencé mon parcours comme interprète de conférence et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années. D'abord, j'ai commencé à l'ambassade du Kazakhstan en France. J'étais interprète
donc officiel. Ensuite, j'ai travaillé pour l'UNESCO, j'ai fait quelques missions à l'ONU, etc., etc. Et en fait, et comme j'étudiais en même temps l'économie, euh, voilà, donc j'ai commencé à élargir, on peut dire, mon éventail de compétences et d'intérêts. Et, euh, et voilà. Et quand j'ai commencé à travailler à l'OCDE, j'ai compris que mon pays avait besoin de développer beaucoup de choses. Ça veut pas dire que ces domaines n'étaient pas développés, mais qu'on pouvait y contribuer avec l'expérience que j'ai gagnée en France. Voilà, donc notamment dans le domaine de IT, informatique, et donc ça se développe très bien partout dans le monde et ce sont des métiers de plus en plus demandés. Voilà, mais il y a certaines choses qu'on n'enseigne pas encore dans les écoles au Kazakhstan. Et voilà, et depuis 2009, je gère plusieurs projets avec l'association des étudiants du Kazakhstan en France, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir l'Alliance française au Campus France au Kazakhstan, mais en France, c'était pas vraiment évident. Peut-être c'est parce que les étudiants kazakhs n'étaient pas aussi nombreux à l'époque. Et voilà, et donc j'ai senti que ma mission était en partie à développer en fait ce réseau, d'aider les étudiants avec des informations. Je crois que vous avez fait également dans votre ville, etc. On essaie de contribuer autant qu'on peut, à son possible, à son niveau. Et voilà. Et en fait, en 2015, après ma mission d'économiste à l'OCDE, j'ai été recruté par le Festival de Cannes pour travailler comme interprète. Et en fait, et c'est depuis là que, en réalité, je suis resté un peu dans le cinéma. Voilà, donc j'ai commencé par la traduction, interprétation, et maintenant je travaille depuis toutes ces années dans le cinéma. Donc d'abord, je suis venu là-bas en tant qu'interprète, et ensuite j'ai commencé à gérer des projets, et je suis devenu agent de talent. En français, on dit agent de talent, talent agent, celui qui s'occupe notamment des contrats, des missions pour les acteurs, les réalisateurs, voilà. Donc, si, je sais que c'est pas tout à fait vraiment, ça c'est vrai que c'est un métier un peu typique. Donc, si vous avez des questions, donc c'est à votre disposition pour répondre, même sur le domaine du cinéma. Parce que pour moi aussi, la France, c'est quand même vraiment la patrie du cinéma mondial. Même si aujourd'hui on dit Hollywood et tout ça, dans tous les pays, l'art du cinéma s'est beaucoup développé, mais c'est vraiment en France que les frères Lumière ont montré le premier film public. Il y a eu beaucoup de choses liées au cinéma, beaucoup de contributions françaises au monde et à l'art du cinéma. Voilà. C'est vrai, André, que ton parcours était assez riche et tu as fait un peu du tout. Et est-ce que, juste une question pour ce que tu fais, sur ce que tu fais pour la communauté kazakh en France, est-ce que pour toi c'est plutôt quelque chose de professionnel ou tu as gardé cette habitude d'accompagner tes compatriotes en France et tu veux juste contribuer au développement de la communauté? En fait, moi, je pense que quand on voyage à travers le monde, peu importe le pays où oui, pardon, ça a coupé en fait, c'est ça que je t'ai interrompu. Je pense que quand on voyage à travers le monde, et peu importe le pays où nous sommes, on garde toujours un lien plutôt sentimental avec notre pays et on a toujours envie d'y contribuer d'une façon ou d'une autre. Et voilà, et donc actuellement, je dirige l'association du cinéma kazakhstanais en France parce que je trouve que le Kazakhstan a aussi beaucoup de films intéressants, à contribuer de façon importante au cinéma mondial avec des films classiques très intéressants qu'on ne connaît pas forcément en Europe. Et donc, notre association voilà, s'occupe de ce cinéma. On fait des traductions, des sous-titrages, on fait aussi les présentations. L'année dernière, on a aussi lancé le premier festival du film kazakhstanais en France. Voilà, pour présenter au public francophone, pas forcément français, mais francophone, des exemples de films
à l'époque, on peut dire kazakhstanais, à l'époque c'était des films soviétiques produits au Kazakhstan. Aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus de noms et de personnalités du cinéma kazakh qui font des films qui triomphent, on peut dire, et qui cartonnent parfois dans des festivals. Mais, mais le cinéma kazakh, ce n'est pas seulement le cinéma d'auteur, il y a aussi des films, on peut dire, de divertissement qui sont assez importants, qui sont intéressants, comme par exemple Tomiris et d'autres films épiques. Et donc, moi, je pense que c'est important pour les relations culturelles entre la France et le Kazakhstan de montrer aussi cette richesse culturelle de notre pays ici. Et donc, je pense que cette mission est très importante pour les deux pays, en fait, pour la compréhension diplomatique entre nous, entre la France et le Kazakhstan. Merci beaucoup, André, en général pour la contribution énorme dans la coopération franco-kazakhstanaise et surtout pour ton accompagnement des étudiants kazakhs ou des chercheurs kazakhs en France. On oriente toujours les étudiants vers toi. Avec plaisir. Et d'ailleurs, je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a déjà plusieurs associations de Kazakhstanais en France qui font beaucoup de choses pour contribuer aussi, pour, on peut dire, aider l'ambassade du Kazakhstan en France, parce que pour nous, c'est important aussi, pas seulement de faire, on peut dire, la promotion culturelle de notre pays auprès des Français, mais c'est surtout de contribuer aux échanges et à la compréhension mutuelle entre la France et le Kazakhstan. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis, on peut dire aussi, reconnaissant à toutes les associations des Kazakhstanais en France qui font un travail remarquable. Merci beaucoup. Merci André et merci pour cette coopération culturelle qui rejoint aussi les actions que l'on développe ici. Merci. C'est vrai que nous avons eu deux profils. On a eu Phoebe et André qui ont plutôt vécu une expérience culturelle qui s'est conclue pour André par le fait de s'installer en France. Une expérience aussi plutôt professionnalisante pour Aïdana et Sophie avec le fait d'acquérir des vraies compétences et de l'expérience qui leur auront permis après de choisir un parcours très spécifique pour Aïdana au Kazakhstan et puis pour Sophie de s'orienter finalement vers la recherche. Donc c'est vrai que c'est une vraie richesse. Je vais laisser la parole à Anna pour conclure. Merci beaucoup à tous les quatre. Sophie et Phoebe ont dû partir, mais en tout cas, merci beaucoup aux invités pour le partage de vos expériences exceptionnelles, pour les histoires merveilleuses, les hasards, comme par exemple pour André, c'était vraiment un hasard. Et Aïdana aussi, pour ton travail. Maintenant, je vais peut-être inviter les participants de poser les questions. Si vous avez des questions à nos invités, des questions pratiques sur la vie en France, s'il y a des étudiants, des futurs étudiants, n'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro et poser les questions directement. Profitez de cette occasion de poser les questions aux alumni. Oui, Rahim, tu peux activer ton micro et poser la question directement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Oui. Ah, ok, d'accord. Merci pour votre accueil. Voilà. Oui. Et j'ai deux questions pour quelqu'un qui vient de terminer un master de traduction et interprétation. Et voilà, je voudrais poser une question voilà, concernant l'entrée de l'université, peut-être. Par exemple, à quel point ça pourrait être difficile pour un étudiant kazakhstanais d'entrer à l'université en France, oui, pour obtenir le niveau master en traduction et interprétation, par exemple. C'est moi qui. Donc, je vais essayer de répondre en fait. Merci beaucoup pour cette question en fait et je suis content de revenir un peu vers ce parcours un peu spécifique, la traduction et l'interprétation. En fait, en France, il y a des universités et des écoles. Donc, moi, je fais une école qui était, c'est vrai, rattachée à l'université Sorbonne Nouvelle, mais c'est quand même une école. Et en fait, il y a des formations dans des universités en traduction
en français, on dit la traduction pour les traductions écrites et l'interprétation pour les interprétations orales. Mais en fait, tous ces métiers sont, comme on a déjà évoqué, et toutes les formations sont très spécialisées. Et même les métiers de traducteur ou d'interprète, donc il y a des spécialisations. Par exemple, l'interprétation de conférences pour travailler oralement dans des conférences dans des organisations internationales, en simultané ou en consécutive. Il y a aussi des formations pour les interprètes de liaison. Ce sont des interprètes qui travaillent pour des milieux d'affaires, qui accompagnent des hommes d'affaires, notamment. Il y a aussi des interprètes de signes, voilà, donc pour travailler pour les sourds et muets. Il y a aussi les interprètes juridiques, on les appelle les interprètes assermentés, en fait, qui prêtent les serments ensuite pour travailler dans le milieu juridique parce que c'est un milieu très spécialisé et ce n'est pas du tout évident pour n'importe qui, on peut dire, travailler et comprendre les termes juridiques très stricts. Voilà. Et il y a aussi donc la traduction littéraire, la traduction économique, la traduction juridique, et tout ça, c'est différent. En fait, ce sont des écoles différentes qui forment. En fait, le meilleur conseil que je peux donner pour quelqu'un qui s'intéresse par le monde des interprètes de conférences, avant d'entrer à une école comme ça en France, il faut absolument maîtriser l'anglais, et, au minimum l'anglais et le français parce que c'est la France, mais il ne faut pas, vous n'entrez pas dans ces écoles pour apprendre une langue, mais vous entrez là-bas pour apprendre la technique d'interprétation, comment prendre les notes, comment il faut se comporter, les règles de déontologie, comment il faut travailler en simultané ou en consécutif. Quelle technique existe pour perfectionner, on peut dire, sa performance pendant les conférences. Mais les langues, il faut les apprendre avant de venir dans ce genre d'école. Donc, le meilleur conseil, c'est de lire et apprendre toutes les langues de travail, tous les jours, à tous les moments de la vie possible, avoir une vraie passion, on peut dire une obsession pour les langues et avoir une grande ouverture de l'esprit pour les cultures. Parce que maîtriser des langues, c'est une chose, mais pour pouvoir interpréter bien, il faut quand même comprendre bien les sujets qu'on traite. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, André. Alachim, est-ce que ça a répondu à votre question? Ah oui, oui, c'est bien répondu. Voilà. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Mais en fait, il y en avait une deuxième question. Voilà. Ça Oui. concerne notamment moi, parce que voilà, je ne sais pas si cette question est légitime ici, mais voilà. À la lumière des événements récents, voilà, toutes les universités ont été fermées et on n'a pas eu l'occasion comment dire, d'envoyer les documents en université en France. Et voilà, en ce cas, on peut reporter comment dire, tous les envois des documents pour prochaine fois, parce que je n'ai pas eu l'occasion de recueillir tous les documents nécessaires. Je vais peut-être répondre à cette question assez ciblée. Est-ce que vous parlez du niveau de master, c'est ça, d'envoi des documents? Ah, oui. Okay. Oui, exactement. C'est vrai que la situation est très particulière et dans tous les cas, pour l'année prochaine, les établissements supérieurs français n'ont pas encore des informations exactes sur les modalités d'études. Est-ce que ça va être à distance ou en présentiel? C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement candidater l'année prochaine parce que pour cette année, on n'a pas assez d'informations, mais il y a certaines universités, si vous comptez quand même postuler, il y a certaines universités qui ont leur date ouverte. Ça dépend de ce que vous cherchez, parce qu'il faut vraiment veiller aux dates particulières sur les sites officiels des universités, qui sont souvent différentes pour candidater.
En tout cas, pour la rentrée de septembre, si je puis ajouter quelque chose, Anna, Campus France a communiqué à l'international pour continuer. Alors, il y a une stratégie de continuer, bien sûr, à informer sur les différentes universités, les choix, les inscriptions, etc. Mais toutefois, beaucoup d'universités, en tout cas pour le premier semestre à partir de septembre, vont mettre en place des cours en ligne plutôt que du présentiel. Pour beaucoup, c'est le cas. C'est en tout cas ce qui se discute actuellement pour les échanges internationaux, puisque la question se pose encore. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on aura plus tard, mais effectivement, vous pouvez reporter, puisque l'apprentissage d'un parcours, suivre un parcours en France, c'est aussi vivre cette expérience en France. Vous avez eu 4 témoignages qui ont pu parler de ça. Et je pense quand même que si ça peut être reporté, c'est quand même mieux de pouvoir vivre cette expérience pleinement en étant, comme l'ont rappelé Aïdana, André, Phoebe et Sophie, immergés dans une culture, en pouvant parler aussi avec des natifs, en pouvant pratiquer directement, faire des rencontres, avoir des autres opportunités. Je repense à ce que disaient André et Sophie, c'est aussi pouvoir avoir des expériences sur place, des expériences professionnelles à Paris, que ce soit chez Sanofi, à l'UNESCO, etc., en ambassade. Et ça a quand même, c'est quand même une vraie richesse. Donc, à voir comment vous pouvez vous organiser là-dessus. Merci Jérémy pour cette précision. On va juste dire au revoir à Aïdana qui doit nous quitter. Il me dit merci beaucoup Aïdana pour votre témoignage et pour toutes les informations. Merci encore une fois. Bon, au Merci revoir. Aïdana. Au revoir À bientôt. Aïdana. À bientôt. Est-ce que vous avez d'autres questions On a une question de David Ivashkin qui demande comment l'étudiant pendant ses études à l'université peut trouver un stage et est-ce que c'est difficile? Quelles sont les difficultés pour les étrangers? André, est-ce que tu veux bien répondre à cette question? En fait, tout à l'heure, on a parlé beaucoup des différences entre les écoles et les universités. En fait, moi, j'ai vécu une expérience personnelle à l'université, mais j'avais beaucoup d'amis qui étudiaient dans des écoles de commerce notamment. En fait, moi, j'ai remarqué que les programmes étaient presque identiques, mais c'est vrai que les écoles, en général, ils ont un réseau d'alumni qui permet peut-être plus facilement de trouver des stages, notamment. Voilà. Moi, j'ai vécu donc à Paris, il y avait beaucoup d'entreprises, donc beaucoup d'opportunités, mais c'était tout à fait à la fois intéressant mais difficile parce que comme il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de candidats, donc la concurrence est beaucoup plus élevée. Donc, il fallait vraiment bien viser les stages, les entreprises et voilà, écrire bien rédiger les lettres de motivation pour pouvoir vraiment capter l'attention des employeurs possibles et voilà, pour trouver un bon stage. Voilà. Moi, j'ai passé un stage dans un organisme un peu particulier qui était lié à l'éducation. Peut-être vous connaissez ETS. ETS, c'est Education Testing Service. En fait, c'est une grande entreprise américaine qui élabore les tests de langue comme TOEIC et TOEFL, en fait. Et moi, j'étais d'abord stagiaire commercial pour le commerce et marketing pour tout ce qui est la zone des pays de l'Est. Mais ensuite, j'ai occupé pendant presque 2 ans le poste de responsable commercial. Voilà. Ça dépend à la fois donc du réseau de l'école mais en même temps aussi de votre réseau personnel. Voilà. C'est un peu comme partout, bien sûr. Donc, il faut multiplier ses contacts. C'est comme ça qu'on arrive en général à trouver un bon stage et des opportunités de travail ensuite. Est-ce que je peux rajouter un petit point également? Là-dessus, je vous rejoins complètement, André. Après, il y a aussi, à partir du niveau master et à partir du moment où il y a des plus petites promotions, on voit également que les professeurs, très souvent, envoient des annonces qu'ils reçoivent de leurs anciens étudiants. Et ils vont, par exemple, indiquer là, il y a quelqu'un qui recherche un stage. Parfois même, les professeurs, si vous avez des bonnes relations avec eux, ils peuvent vous dire là, telle entreprise ou telle institution recherche un stagiaire international. Le fait que vous parliez russe, anglais et français, ça va vous donner un vrai avantage. Donc, n'hésitez pas à candidater.
Encore une fois, pour rejoindre ce qu'ont pu dire les 4 invités, notamment André qui nous reste, mais il y a une nécessité aussi d'aller vers de l'avant, de communiquer avec ses profs, d'être sociable. Il faut surtout pas, quand on est étudiant à l'étranger, rester dans son coin et attendre que l'information vienne à soi. C'est pas le cas et c'est pas d'ailleurs pas le cas non plus pour les Français. Il faut aussi s'ouvrir un peu, se forcer, même quand on est timide, à se faire remarquer, aller voir un prof, un professeur à la fin d'un cours, discuter avec lui, lui en parler. Il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui sont très bienveillants en France et qui peuvent accompagner dans des démarches personnelles si vous leur demandez. Après, il y a aussi sur des sites, parfois, donc pour les écoles, c'est le cas, pour des universités, un peu moins le cas, mais ça peut exister, où ils mettent en ligne des annonces plus précises qu'ils ont reçues, où ils vont dire, voilà, telle entreprise recherche un stagiaire, ils communiquent là-dessus. Donc ça peut être des possibilités. Et pour vous répondre, David Ivashkin, sur quelles sont les difficultés pour les étrangers, les difficultés, bien sûr, elles sont plus importantes que pour les Français parce que parfois vous parlez moins bien le français, mais c'est aussi votre richesse. C'est-à-dire que si vous allez vers des stages internationaux, dans des ONG, dans des ministères où ils vont chercher quelqu'un qui parle plusieurs langues, dans des services particuliers, les services internationaux, les directions internationales des entreprises, s'il y a un département Russie ou Asie centrale, vous allez être prioritaire. Et parfois, il faut savoir, avant de candidater, et ça je rejoins complètement André, bien cibler, mais aussi reconnaître ses richesses et ses points forts personnels avant de se dire, ah mais moi je suis étranger, je parle pas bien ci, je parle pas bien ça, mais en fait vous avez aussi des richesses. Vous parlez plusieurs langues, vous êtes à l'étranger, donc vous êtes facilement adaptable à des contextes différents culturellement. Donc il y a aussi des entreprises qui vont voir ça comme une richesse et vouloir vous faire confiance. Donc il faut ne pas hésiter. Voilà. J'espère que ça a répondu également à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour cette remarque. C'est vrai que la motivation compte beaucoup pour un étudiant, qu'il soit international ou français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais poser une question. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup des travaux, beaucoup des emplois pour les gens qui veulent travailler ici au Kazakhstan? Les travaux qui nécessitent la connaissance de la langue française, par exemple. Est-ce que vous avez bien entendu ma question? Oui, on a bien entendu. André, je te passe la question peut-être parce que est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, en fait, si j'ai bien compris, donc vous voulez savoir s'il y a des opportunités de travail avec le français, donc pour les Kazakhstanais qui habitent en France, ou peut-être qui habitent au Kazakhstan qui travaillent avec la France. Donc moi, je suis convaincu que déjà, à ma connaissance, il y a quand même beaucoup de projets communs dans le domaine commercial et économique entre la France et le Kazakhstan. Déjà, il y a des entreprises françaises qui travaillent activement au Kazakhstan. Je parle pas seulement des géants comme Total, Areva, etc. Mais il y a aussi de petites startups qui viennent de plus en plus s'installer et travailler au Kazakhstan. Moi, je pense qu'il y a toujours des opportunités, mais il faut chercher, il faut, je pense, que réfléchir. Parfois, ça dépend des, pas seulement de la chance, mais d'une occasion. Voilà. Mais il faut aller toujours de l'avant. Donc, s'il y a un domaine très précis qui vous intéresse et vous pensez que la langue française pourrait vraiment être un outil précieux pour vous, voilà, allez-y. Voilà, donc je ne sais pas, en fait, dans le cinéma, on peut utiliser, dans les relations commerciales aussi. Donc, tous mes amis kazakhs qui ont étudié en France et qui parlent bien français, presque tous ont trouvé du travail au Kazakhstan. Ensuite, ils utilisent, emploient le français dans la vie quotidienne. Voilà. En tout cas, des pays comme la France on nous laisse toujours une trace dans le cœur. Voilà. Parce que moi, oui, j'ai entendu parler que voilà, la langue française, il n'y a pas beaucoup de demandes ici au Kazakhstan. Oui, en comparaison avec les grandes langues comme l'allemand, Bon. Oui, l'anglais, oui. Il n'y a pas oui, beaucoup de demandes oui, pour la langue aujourd'hui, française.
Oui, pardon, ça a coupé. En fait, oui et non, parce que l'anglais, on peut dire, c'est une obligation professionnelle aujourd'hui dans tous les pays du monde. Donc, déjà, il faut parler anglais, peu importe le pays où vous êtes. Ensuite, uniquement parler l'anglais, ça ne suffit pas aujourd'hui. Même dans les entreprises françaises qui travaillent à l'international et qui emploient l'anglais au quotidien, euh, vous pouvez toujours trouver quelque chose, sachant bien que peut-être il y a moins d'entreprises qui, euh, qui travaillent avec le français, mais il y a aussi moins de candidats. Voilà. Pour ajouter quelque chose également à ce que vous disiez, André, la francophonie, c'est pas uniquement la France. Et donc, quand on parle effectivement des entreprises françaises, en fait, il n'y a pas que des opportunités françaises, il y a également la Belgique, le Maroc également. Si vous parlez français, vous avez des opportunités qui sont possibles. En termes de relations internationales, c'est flagrant parce que, par exemple, la Suisse est francophone. Vous l'avez vu avec Sophie, qui pourtant est suisse-allemande, mais on apprend aussi le français. Euh, et ici, les investissements des pays francophones sont nombreux. Il n'y a pas que voilà, des entreprises qui sont anglophones. Et je rejoins complètement ce que dit André. L'anglais est devenu une nécessité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on envisage de travailler, c'est difficile enfin, dans une entreprise en général ou dans une institution, c'est difficile de se dire je n'ai pas besoin de l'anglais. En général, aujourd'hui, surtout pour des postes en management, donc de bac ouvert à des bac plus 5, il faut avoir au moins l'anglais sûr et après une langue optionnelle. Et finalement, quand le choix se fait, par exemple, entre l'allemand, alors là, je vais défendre un peu mes billes, mais entre l'allemand qui concerne vraiment un pays ou deux avec l'Autriche et le français qui est parlé par près de 88 États, bon après de façon différente, mais en tout cas, il y a plusieurs États qui possèdent le français en tout cas comme langue en partage avec des niveaux très différents. C'est une vraie opportunité de carrière, le français, après l'anglais évidemment. Et même, par exemple, pour tout ce qui concerne les relations internationales, parler le français, c'est avoir la possibilité de travailler dans beaucoup de pays, notamment si vous orientez vers la diplomatie. Après, pour la question des métiers, je reviendrai aussi, donc vous avez cité les entreprises, les grosses et les grosses entreprises connues, Total, Alstom, Arriva, etc. Mais il y a aussi effectivement des petites entreprises. Il y aura les entreprises de demain, puisqu'il faut savoir que l'ambassade de France travaille aussi avec les ministères kazakhstanais pour faire venir encore plus d'entreprises françaises sur le territoire et donc ouvrir des nouvelles opportunités de carrière. L'ambassade recrute aussi. Les alliances françaises qui sont nombreuses, il y en a 4 au Kazakhstan, recrutent. Et puis, voilà, il y a même des associations francophones. Alors, je ne sais pas si elles recrutent, mais en tout cas, il y a des possibilités. Je sais que pour les alliances françaises, je vois souvent des offres qui passent pour des chargés de communication, chargés de projet, pas forcément que pour être professeur. Donc, il y a vraiment des métiers notamment qui sont relayés par les réseaux. Je vous invite à suivre ça sur le site culturefrance.kz. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Jérémy. Un petit clin d'œil à ce que je fais. Je travaille comme coordinatrice de l'espace Campus France. Et je voulais juste rajouter que la particularité du français au Kazakhstan, par exemple, c'est que c'est la seule antenne au Kazakhstan, le seul pays, la France, qui a cette belle opportunité d'avoir l'agence qui accompagne du zéro jusqu'au bout le futur étudiant. Et il faut savoir que c'est pas tous les pays qui ont de telles agences ou antennes qui proposent ça. Donc, c'est peut-être pas très très connu dans le pays, mais il faut que vous le sachiez quand vous êtes là, qu'on est là pour vous accompagner, non seulement dans l'apprentissage du français avec le réseau des alliances françaises, mais aussi avec votre parcours d'études dans l'avenir. Après, si vous permettez, juste pour ajouter un peu, en fait, à part juste l'utilité pratique d'une langue, il y a aussi une passion. Si vous aimez une culture, une langue, vous allez toujours trouver quelque chose, une opportunité de travail, d'études, ou même votre vie personnelle, je ne sais pas, même pourquoi pas. Et je pense que si vous aimez vraiment quelque chose, vous allez réussir. Donc, il n'y a vraiment pas de raison pour ne pas réussir avec le français aujourd'hui dans ce monde globalisé. Oui, exactement. Merci pour vos réponses. Ouais. Et voilà, je voudrais savoir beaucoup plus d'informations et concernant
cette belle interprétation, ouais. Parce que c'est précisément ça ce que je viens de finir, voilà. Et je viens d'obtenir mon diplôme de niveau de licence, ouais. Et cette année, ouais. Ouais. Et c'est pourquoi voilà, j'envisage peut-être rentrer à l'université concernant ce domaine-là. Et oui, d'en savoir plus et peut-être accueillir toutes les informations concernant vos expériences, les expériences des autres gens, des autres étudiants qui sont émouvus des autres universités. Là. Et, Karim, peut-être ça, pour c'est des... quelque chose d'intéressant. Alors, vous avez dit tout à l'heure que il faut bien préciser, il faut bien envisager les domaines concrets. Par exemple, si vous allez comment dire, C'est traduire bon, Karim. Pour des questions peut-être plus précises sur l'école d'interprétariat, on peut prendre votre adresse mail et puis on pourra la communiquer à Andrei. Peut-être qu'on va prendre une dernière question plutôt plus générale sur les études en France avant de conclure. N'hésitez pas si vous souhaitez poser une dernière question. Rahim, est-ce que vous pouvez nous écrire votre adresse mail peut-être dans le chat en privé à Espace Campus France pour qu'on transmette vos coordonnées? je peux écrire ici si vous voulez. Oui, Ok. oui, parfait. Et on la communiquera à André si André n'est pas contre de partager Si vous avez ses des questions, expériences. c'est toujours mieux d'avoir plus d'interprètes au Kazakhstan. Oui, merci beaucoup André. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ça fait 2 heures qu'on est là et c'est un grand plaisir, mais on va peut-être On va peut-être... une toute dernière question. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux des Alliances, du réseau des Alliances, et aussi pour poser des questions sur les études. Vous pouvez poser des questions à nous, Campus France Kazakhstan. Je vous ai écrit notre page Instagram. N'hésitez pas. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation. Et sachez-le que ces rencontres se font de manière régulière. Suivez nos réseaux sociaux pour savoir plus des informations sur d'autres rencontres, les prochaines, pour les dates. Un grand merci à nos 4 invités. Merci beaucoup à Nard d'avoir co-organisé avec l'ambassade de France cette rencontre à l'UNI. Merci également au réseau des alliances françaises qui relaient et qui participent à la diffusion de cette information. L'Alliance française de Nur-Sultan, d'Astana, l'Alliance française d'Almaty, l'Alliance française de Chimkent, Karaganda, celle de Bishkek également, celle de Tashkent, l'ambassade de France à Douchanbé, le consulat de France à Almaty, enfin tous les acteurs qui sont partenaires de ces événements en ligne que nous développons déjà depuis 2 mois. Merci à vous tous. Merci pour vos Merci réponses. beaucoup aux alumni, à nos invités. Merci André, que vous êtes resté jusqu'au bout avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Et merci pour l'invitation aussi. Pardon, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Merci. C'est très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Je vous souhaite une bonne journée, bonne chance, bonne continuation aux affaires. Merci à vous aussi, Marie. Merci, au revoir. Jérémy. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt.